Si ce procès ne fait pas bouger les lignes, qu'est-ce qui va un jour faire bouger les lignes ? C'est pas possible que rien ne se passe. Il y a 6 ans, la vie de Marion bascule. Elle bascule quand elle apprend sur son lieu de travail qu'elle est l'une des victimes du chirurgien Joël Skwornek. C'était en 1996, une banale opération de l'appendicite à la clinique du Sacré-Cœur, à Vannes. Elle n'a que 12 ans. Marion n'a aucun souvenir de ce qui s'est passé, même si à son réveil, il y a quelque chose qui ne va pas. Moi, je me rappelais d'être en vraie crise d'angoisse au réveil quand j'avais 12 ans après l'opération. J'ai fait, oui, je pense, une crise d'angoisse, j'hurlais dans la salle de réveil. Pour Marion, c'est l'incompréhension, le désespoir, mais aussi rapidement la colère, puis l'action. Aujourd'hui, Marion, c'est l'une des membres actives du collectif des victimes de Joël Skwornek. Il a vu le jour juste avant la fin du procès, en juin 2024. On connaît malheureusement les chiffres, c'est 160 000 agressions d'enfants chaque année. C'est 3 enfants par classe, un enfant toutes les 3 minutes qui est agressé sexuellement. Elle nous a donné rendez-vous au Cardinal. C'est un bar-restaurant du cœur de ville de Vannes, face à la cathédrale. Bonjour. Oui. Non, j'étais pas revenue depuis 9 mois. Depuis un peu avant le verdict On va s'asseoir oui. et on va boire un thé alors. Elles sont d'ici, épisode 5, Marion. Merci. Donc, je suis Marion, j'ai 41 ans, je suis née à Vannes et je suis maman de 4 filles. Merci. Je vais me mettre tout de suite. Ici, c'est vrai que c'est un lieu assez emblématique des 3 mois et demi du procès. C'est notre avocate, Marie Grimaud. On était une quarantaine de parties civiles représentées par Marie. Quelques semaines avant le début du procès, même une semaine avant, elle a dû nous dire ce serait bien d'avoir un lieu à Vannes, un lieu où on peut se retrouver en fait, avant les audiences, après les audiences. Alors ça, c'est quelque chose qu'elle seule pouvait anticiper parce qu'elle connaît le fonctionnement de ce genre de procès. Le premier jour où j'ai vu Marie, chaque fois il y a beaucoup d'émotions. J'ai vu Marie arriver ici avec son équipe, des visages que je connaissais puisqu'on se voyait en visio. Alors pendant les 6 ans de procédure, Marie organisait des visios, puis on voyait les petites têtes de tout le monde. Pour la première fois, je voyais ces gens en vrai, certains que j'avais déjà pu rencontrer, d'autres jamais. Avec le recul, je réalise que j'ai été plongée dans quelque chose de complètement hors norme. C'est aussi ce qui a été repris beaucoup par les médias, un procès hors norme, la plus grande affaire de pédocriminalité jamais traitée en France. C'est vrai que pendant 3 mois et demi, j'ai été plongée avec les autres parties civiles dans quelque chose de totalement insensé. J'avais pas idée en mettant les pieds pour la première fois dans la salle de déport de ce que j'allais y entendre, dans quoi j'allais être plongée. Ça a été 3 mois quand même plongée à la fois dans l'horreur, parce que j'ai jamais rien entendu de pire et vu de pire que dans cette salle, et à la fois il y avait de la lumière. C'était vraiment toujours un contraste entre le mal et le bien, le côté l'ombre et la lumière. Pendant de longues minutes, la présidente a égrené le nom de chacune des victimes. La longue liste des victimes de viol, d'abord, suivie de celle des victimes d'agressions sexuelles. Au cours du procès, il y a Hugo Lemonnier qui avait fait un article, il l'avait intitulé « Les frères et sœurs d'infortune ». Et il avait détaillé nos liens, comment on s'était liés d'amitié, comment on se soutenait les uns des autres. Et c'est vraiment la lumière qui est sortie de cette histoire et de ce procès, elle est vraiment là. Moi, je me rappelle par exemple que le jour où je suis passée à la barre, le 10
7 mars. Les 2 premières rangées de la cour, ils étaient là en fait. Alors oui, il y avait mes parents, il y avait ma sœur, et il y avait tous les amis, tous les copains de galère qui étaient là. Et Hugo est arrivé, il était là en tant que journaliste, et il nous voit occuper les 2 bancs, puis il dit mais il y a toute la SMA là. et oui, c'était ça. On était là, ils étaient là pour moi, pour Manon qui passait aussi ce jour-là. Et puis ça a été ça pendant toute la durée, c'est-à-dire qu'on était là les uns pour les autres, on entendait les récits des copains à la barre et ça nous ramenait à nos histoires, à nos traumas d'enfants, d'adolescence, et il y avait des récits qui nous mettaient en miettes à la fin des auditions. Je me rappelle d'un récit d'un des nôtres, il avait été fort à la barre, il racontait son histoire, il y avait une force en lui, une beauté dans ce qu'il disait, et puis il arrive sur les bancs, il s'écroule. Il tremblait, il s'écroule, puis on est tous venus l'entourer, on l'a emmené, on est sortis avec lui, on l'a pas lâché, puis après, quelques minutes après, je me rappelle de rire sur les marches du tribunal, parce que il y a qu'avec eux qu'on arrivait à parfois rire de ce qui arrivait, de ce qu'on entendait. Il s'est créé quelque chose entre nous, et moi demain matin, s'ils sont plus là, si j'ai pu ce pilier-là, ce serait compliqué de continuer à avancer. Et ces 3 mois et demi de procès, c'est aussi la naissance d'un collectif. Le 22 avril, on prend pour la première fois la parole sur les marches du tribunal parce qu'on ne comprend pas, en fait, la société s'empare pas du sujet. Les médias ont déserté après les 2 premières semaines de procès et on se dit si ce procès ne fait pas bouger les lignes, qu'est-ce qui va un jour faire bouger les lignes ? C'est pas possible que rien ne se passe. Tout d'abord, quelques mots de nos enfants. Nola, 8 ans. Non mais, qui écrit tout ce qu'il fait dans des cahiers ? Il est vraiment dérangé. Le 7 mai, le collectif est créé. Thaïs, 7 ans. Maman, tu as combattu le méchant. Yuna, 6 ans. J'ai une peur bleue qu'il sorte et qu'il recommence. Au fur et à mesure des semaines qui passaient, je réalise que Vannes, en fait, la ville de Vannes est vraiment marquée par ce qui s'est passé. Joël Le Squarnec a commis un certain nombre d'agressions et de viols à la clinique du Sacré-Cœur, 196. La ville de Vannes est extrêmement marquée par le procès, c'est quand même 3 mois et demi, ça se passe ici. Le territoire peut pas sortir de cette expérience sans ancrer quelque chose de positif. J'avais entendu parler de l'association Les Papillons que faisait Laurent Boyer, qui est le président de l'asso. Lui-même a été victime d'inceste. Il met 30 ans à sortir du silence, à parler de l'inceste qu'il a subi. Et je me suis dit, pourquoi pas installer des boîtes aux papillons ? Ces boîtes sont là donc pour libérer la parole. Et il y en a environ un peu plus de 500 en France. Donc il y en a dans les écoles, il y en a dans les centres de loisirs, dans les clubs de sport, dans des conservatoires aussi. Ils ont eux aussi subi les défaillances de cette affaire. Nombre de mamans ont été auditionnées ou expertisées psychologiquement en étant enceintes. Nombre d'enfants ont dû voir leurs parents faillir, défaillir. Ses nièces avaient dit, une des nièces lance l'alerte, mais on étouffe, on dit rien, on met ça sous le tapis. Parce que non, on va pas s'en prendre quand même à son oncle qui a réussi dans la vie, qui est un symbole de réussite. C'est vrai qu'à l'époque, certaines nous ont confié récemment plutôt, s'il y avait eu un système de libération de parole, s'il y avait eu des boîtes de papillons dans leur école ou même dans leur collège, puisque ça va jusqu'au lycée ce dispositif, elles auraient sûrement déposé quelque chose si on leur avait permis, oui. J'ai une de mes filles qui s'est fait opérer. Pour moi, ça a été hyper compliqué parce que une semaine avant, je dormais quasi très peu parce que ça générait en moi énormément d'angoisse. J'ai une de mes amies qui me dit parle-en aux soignants, parle-en à l'équipe. Et c'est vrai que bizarrement, des fois on a honte en fait. Je leur en ai parlé le matin quand je l'ai emmenée. Et voilà, je suis tombée sur des gens très compréhensifs, très bienveillants. On m'a permis d'accompagner ma fille juste avant qu'elle rentre au bloc. Maintenant aussi, il faut dire que là c'était à l'hôpital et les choses sont très bien faites pour mettre en confiance les enfants et leurs parents. Ça a complètement changé depuis mon passage à la clinique du Sacré-Cœur en 96. Et ils ont bien compris, ils m'ont autorisée à aller en salle de réveil aussi. Et parce que
Moi, je me rappelais d'être en vraie crise d'angoisse au réveil quand j'avais 12 ans après l'opération. J'ai fait, oui, je pense, une crise d'angoisse. J'hurlais dans la salle de réveil jusqu'à remonter à ma chambre où ma mère leur disait encore au cours du procès. Elle m'avait jamais vue comme ça. Elle comprenait pas ce qui se passait. Et je pense que oui, je réagissais à voilà ce qui se passait, que j'avais identifié de pas normal. Ça a été long avant que je retrouve mon calme. Et je sais que ma mère a toujours réclamé à être en salle de réveil pour les opérations de ses filles. On lui a toujours refusé. Je vois que les choses aussi changent et évoluent de ce côté-là. C'est bien. On s'est dit, voilà, ce serait bien qu'on aille rencontrer le maire de Vannes. C'est le premier maire à qui on a proposé les boîtes papillons. Le maire accepte la mise en place à Vannes et de nous soutenir sur cette idée et sur cette initiative. Nombre de couples ont été mis à rude épreuve et se sont séparés, affectant encore l'équilibre familial de nos enfants. Parmi les autres personnes du collectif et partie civile, ça a été souvent exprimé à la barre, on l'a souvent entendu. Quand on est parent, c'est encore plus compliqué. C'est une vraie difficulté d'être maman ou papa aujourd'hui, puis de faire confiance. Et on y pense toujours, en fait. On se dit toujours, moi, mes parents, ils ont... et ça devrait pas, mais ils ont une culpabilité énorme aujourd'hui, alors qu'ils n'y sont pour rien. La première boîte aux papillons va être installée dans un centre de loisirs. C'est un système très rigoureux. Les villes signent une convention avec l'association. Ça demande effectivement un processus très clair. En nommant des référents, par exemple, il y a un référent. Il y a aussi des agents de relève qui sont la plupart du temps des agents des policiers municipaux qui relèvent les courriers. Ces courriers-là sont transmis aux psychologues de l'association qui traitent les mots. Il y a des mots qui peuvent alerter, où il peut y avoir une ambiguïté, qui nécessite quand même une vérification auprès de l'enfant. C'est là où le référent prend son rôle, en fait, puisqu'il va aller parler à l'enfant. Un exemple récent dont l'association m'a fait part, c'est une petite fille qui avait écrit « Mon frère me fait l'amour et j'aime pas ça ». L'association a voulu vérifier. Effectivement, si on avait lu mot pour mot ce qui était écrit, ça aurait pu être un signalement au procureur, ou voilà, on aurait pu partir sur une procédure. Or, en parlant au référent, donc la petite fille a livré qu'en fait, c'était son petit frère et pour elle, faire l'amour, c'était faire un câlin. C'est aussi là où c'est intéressant que ce soit des psychologues qui lisent les mots, qui les décryptent et qui fassent appel aux référents dans les villes pour aller parler aux enfants, de pas tout de suite partir, parce que si on part tout de suite dans une procédure, ça peut briser une famille. Donc le processus des papillons est très rigoureux, mais il y a de vraies raisons. Ce qui manque aux enfants aussi pour qu'ils dénoncent des faits, c'est qu'il y a des enfants qui savent pas qu'on n'a pas le droit de leur faire certaines choses, que c'est violence zéro, que c'est interdit par la loi. Et on a vu aussi, au fur et à mesure des années et des mois de procès, on a vu les conséquences sur les fratries. Parce qu'en fait, quand on est victime, finalement, il y a un côté transgénérationnel. Les fratries entières sont touchées, nos conjoints sont touchés, nos enfants sont touchés par ce qui nous arrive. Moi, mes filles, elles me demandent régulièrement, mais quand est-ce que le Squarneck va sortir de prison ? Et c'est compliqué de leur dire, dans 5 ans, il est dehors. Et j'ai ma troisième... en fait, c'est des questions qui leur reviennent souvent, mais la veille du verdict, je me rappelle la coucher, puis lui dire... demain, tu sais, je suis un peu stressée, c'est le verdict, on va savoir combien d'années il va être emprisonné et tout ça. Et puis, elle m'écoutait et tout, puis elle avait 4 ans et demi, et puis elle me dit, et je lui pose la question, je lui dis, mais toi, à ton avis, combien d'années tu donnerais comme ça, un peu de façon assez légère ? Et elle me répond, oh maman, moi je lui donnerais 1000 ans. 1000 ans, et elle me dit, et je dis, pourquoi ? Et elle me répond, parce que c'est interdit, maman, de toucher les parties intimes des enfants. Et je me dis, ok, elle a compris. Puis finalement, c'est le meilleur verdict que j'ai entendu. C'était ce qu'elle avait dit, c'était ce qui était sorti de sa bouche.
Et Marie livrait sa plaidoirie, puis on se serrait les mains, on pleurait tellement c'était des jolis passages. Et ce qui était beau, c'est qu'elle montrait à Le Squarneck qu'il nous avait pas détruits en fait. Que chez nous, il y avait une part, oui, on était abîmés, mais à aucun moment, on n'était pas détruits. Et qu'il lui avait pas détruit nos vies. C'était Elles sont d'ici, podcast de la ville de Vannes. Merci à nos 6 héroïnes de cette 2e saison. Annabelle, Laure, Nora, Sandrine, Mélanie et Marion. La musique qui nous accompagne depuis le début, c'est celle du compositeur vannetais bien connu, Étienne Chouzier. Son titre s'appelle tout simplement Sororité. Kenavo. A minha opinião, me renho, obre morrer.